Thomas Mainguy, je vais essayer de vous expliquer l'histoire de l'argent en dedans de 15 minutes. En fait, je veux pas me vanter, mais je l'ai fait en 10. Depuis toujours, on échange ce qu'on a de plus précieux, notre temps et nos compétences. Mais à quel moment ces efforts sont transformés en argent? Comment un simple outil d'échange est devenu le pilier invisible de notre vie? Pourquoi comprendre l'argent, c'est comprendre ce que vaut réellement notre temps. Au fil du temps, l'argent a pris plusieurs formes. Du sel au thé, en passant par les coquillages, les perles, des métaux précieux comme l'argent, l'or, des pièces aux lingots, puis est venu l'argent des gouvernements, d'abord garanti par l'or, avant de devenir l'argent que nous utilisons aujourd'hui. L'argent créé par une grosse imprimante, roulée par les gouvernements. Cette personne, c'est le directeur de la Banque fédérale des États-Unis. Pas lui, là. Lui. C'est un des plus puissants acteurs de l'économie aux États-Unis. Il gère le taux directeur. La Banque fédérale a aussi le pouvoir d'imprimer de l'argent, comme on va voir dans la vidéo qui suit. Simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money digitally. Ici, on a un autre exemple d'un des employés de la Banque fédérale qui cite qu'ils peuvent avoir infini d'argent à la Banque fédérale. Your banks are safe. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash at the Federal Reserve. Donc, le premier système qu'on a utilisé, c'est le troc. Un échange direct de bien en bien, mais rapidement limité. Comment échanger des valeurs différentes? Par exemple, j'ai des pommes, je vais l'échanger contre une vache. Le système ne tient pas longtemps. Donc, pour résoudre ce problème, les sociétés ont utilisé plusieurs intermédiaires. Les objets reconnus par tous capables de transférer la valeur plus facilement. C'est comme ça que sont apparus plusieurs moyens d'échange. Dans certaines cultures, comme ici au Québec, ça a été des pointes de flèche. Pourquoi on en retrouve plusieurs au même endroit, c'était parce que c'était utilisé comme pour garder la valeur. Ailleurs, comme sur l'île de Yap, c'était des immenses pierres de calcaire. Peu importe où la pierre se trouvait, même pas besoin de bouger. Ce qui compte, c'était la rareté et la confiance collective dans ce moyen d'échange. Par exemple, cette confiance-là peut être facilement brisée. Sur l'île de Yap, O'Keefe montre comment la valeur peut être manipulée. Il comprend que la valeur ne réside pas seulement dans l'effort nécessaire pour obtenir la pierre, mais dans le contrôle de son approvisionnement. Il commence à échanger ses pierres contre des noix de coco. Un bien bien moins rare et plus facile à produire. Peu à peu, il crée une distorsion. La valeur est plus liée au travail ni à la rareté naturelle, mais à celui qui contrôle l'offre de ces pierres-là. Donc, lui apportait ses pierres directement sur l'île, ça coûtait presque rien à produire, il échangeait ça contre des noix de coco qui étaient beaucoup plus rares à l'époque. Le phénomène, d'ailleurs, il se répète à plusieurs autres endroits, entre autres en Afrique avec les perles d'agri, qui deviennent une monnaie d'échange. Rare, petite et facile à transporter, parfaite jusqu'à temps que les Européens la produisent à très faible coût. Important massivement ces perles, les échanges contre tout ce qui a de la valeur en Afrique, des marchandises, ressources, même jusqu'à les êtres humains. Après des siècles d'essais, il y a un vainqueur qui s'impose. L'or, indestructible, divisible, rare. Avec l'argent, comme métal, ils deviennent la colonne vertébrale du système monétaire pendant plus de 2600 ans. La valeur ne repose pas uniquement sur la croyance locale, mais sur les lois de la physique. Pendant le temps, on a utilisé l'or comme valeur d'échange. Au 19e siècle, la plupart des grandes nations font la même promesse claire à leurs citoyens. Dans le fond, qu'ils peuvent échanger un billet de leur monnaie à eux contre de l'or. L'argent papier, c'est juste un reçu dans le fond pour échanger contre de l'or. En 1944, suite à la Deuxième Guerre mondiale,
La plupart des économies sont détruites, il y a des dettes colossales partout. Pour reconstruire et stabiliser ces grandes puissances-là, ils se réunissent toutes à Bretton Woods aux États-Unis. C'est là qu'un nouvel ordre monétaire est signé, puis il y a une seule monnaie qui est convertible en or. Puis cette monnaie-là, dans le fond, c'est le dollar des États-Unis. Representatives of 28 countries, with Lord Halifax signing for the United Kingdom, meet in the conference room of Washington's State Department for the signing of the Bretton Woods Monetary Agreement. Authorized by President Truman to sign for the United States was Secretary of the Treasury, Mr. Vinson. Theoretically, Bretton Woods is an international pool of the goodwill of nations subscribing to the agreement. Summing up the importance of Bretton Woods, Mr. Vinson says, We can be thankful that the history that we are now making is not another chapter in the almost endless chronicle of war and strife. Même le dollar américain va finir par céder. En 1971, sans vote, sans débat public, le président Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Donc, il n'y a plus de lien entre le dollar et l'or. C'est plus un reçu. Tu peux pas échanger ton 5$ contre de l'or, à moins de l'échanger physiquement avec quelqu'un. Ce jour-là, l'argent change de nature complètement. Cesse d'être une promesse, devient un décret. Depuis ce moment-là, la valeur du dollar n'est pas extraite du sol, comme on le faisait avec l'or, mais elle est créée par décision. Ce système-là, il porte un nom. Ça s'appelle la monnaie fiat. C'est un mot latin qui signifie qu'il en soit ainsi, par décret. Donc en 1971, il n'existe plus de véritable limite à la création monétaire. Les États peuvent émettre de la monnaie par simple décision politique sans avoir à garantir par une réserve d'or. Un simple changement technique, mais avec des conséquences profondes. Il y a un site internet qu'on peut aller voir, WTF Happened in 1971. Ça illustre vraiment la rupture qu'il y a eu avec les systèmes monétaires à travers des graphiques saisissants. Après 1971, tout s'est fragmenté. Les salaires cessent de suivre la productivité réelle. Travailler plus ne signifie plus gagner plus. Le nombre de familles où les deux parents doivent travailler explose. Non pas pour s'enrichir, mais pour simplement maintenir le niveau de vie. L'écart entre le top 0,1% et le bas 90% s'élargit comme jamais auparavant. Donc, je prends une petite seconde de plus pour vous expliquer. Dans le fond, en haut, on a 90% de la population, puis en bas, on a le 0,1% de la population. Puis sur l'axe des Y, on a la richesse des États-Unis, dans le fond. Puis là, on peut voir qu'à partir de 71, la ligne verte, qui est le 0,1%, monte graduellement vers jusqu'à atteindre 20% de la richesse des États-Unis. Les mêmes repères du quotidien changent. Le prix d'une simple soupe Campbell, le coût d'électricité, la nourriture en général, tout monte sauf le pouvoir d'achat. Et pendant ce temps, la dette des États-Unis atteint des niveaux historiques. Donc, depuis des millénaires, l'humanité cherche une chose. C'est pas l'anneau unique. Mais un moyen fiable de stocker et de transférer la valeur de son temps. Le troc a échoué, les objets rares ont été manipulés, l'or a été abandonné, la monnaie fiat a brisé la dernière limite qui restait. Mais pour la première fois dans l'histoire, il y a une alternative qui émerge. Un système sans décret, sans frontières, sans création arbitraire, un système avec des règles fixes, connues à l'avance, impossibles à modifier. Ce système-là existe déjà. J'imagine que vous le savez si vous écoutez cette vidéo-là. Ça s'appelle le Bitcoin. Je pense que c'est un système monétaire qui va changer la manière dont on échange la valeur et nos compétences à travers le temps. Ça pourrait être la suite logique de l'histoire de l'argent. C'est ce qu'on va explorer dans le fond dans nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé le contenu, je vous conseille de vous abonner. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser dans
en bas. Merci de votre écoute et on se voit aux prochaines vidéos. Thank you.